dit oui, il y a une imagerie publicitaire hein, qu'on peut reconnaître, évidemment, mais plus profondément, c'est pas ça. La façon dont le cinéma, à partir des années 80, en tout cas français, commence, et pas uniquement d'ailleurs, commence à être intéressé ou à être, on pourrait dire, caviardé par l'esthétique publicitaire, c'est qu'au fond, toutes les images qu'on va voir devant ou sur un écran de cinéma, on les a déjà vues. Autrement dit, on sait ce que c'est que un homme, une femme, un agriculteur, un policier, un bourgeois, une famille de bourgeois, autrement dit, tous les types, pour être tous les dans le cinéma auquel on peut un peu rêver, à savoir des personnages qui arrivent dans le film et le film les modifie. Ils ont une chance d'être un peu différents entre le début et la fin, pas du tout. Dans l'esthétique publicitaire, tout a déjà été filmé. Autrement dit, l'image de tout préexiste avant même que la caméra ne se pose sur ces éléments-là, si vous voulez. Et ce que reprochait Danet, évidemment, à Besson, notamment dans Le Grand Bleu, c'est que la mer, pour lui, la mer, c'est l'image de la mer dans les publicités. Et il pense qu'il n'y a même pas de fond, c'est pas la peine, que la vérité, c'est la surface de la mer. Et de la même façon qu'il prenait les différents personnages et il déclinait cette idée-là. Ça, c'est très intéressant parce que c'était très fort chez Besson, contrairement à Benex, dont Danet disait qu'il avait, c'est juste d'ailleurs, encore un surmoi d'auteur qui le torturait. C'est vrai que la différence entre Benex et Besson, c'est qu'il y a chez Benex un surmoi d'auteur qui le torture. Bon. Alors Besson n'est pas du tout torturé par la question du surmoi d'auteur. Et donc cette esthétique publicitaire, c'est intéressant de la reprendre 25 ou 30 ans plus tard, et que ce soit Rien à déclarer, Prof 2, Aladdin, Astérix, enfin tous ces films-là, ce sont des films, et je reviens à ma question de départ, pour quelles raisons on arrive difficilement, me semble-t-il, en tout cas à titre personnel, à rester en continu dans ces films-là, c'est qu'on a le sentiment que ce sont des films, alors le film au sens minimal, strict, presque liminaire du terme, si vous voulez, ce sont des films qui ne sont pas dans le bon écrin. Autrement dit, j'ai sur un écran de cinéma des choses qui relèvent de la télévision, qui relèvent de la publicité, qui relèvent du clip par moment. Quand je parle de la télévision aujourd'hui, c'est essentiellement, pour les plus vieux, ça serait TF1, pour eux, et sinon c'est plutôt BFM. Hein, il y a la BFM est devenue une matrice très importante des images de cinéma aujourd'hui. Hein. Pour les plus anciens, ça serait Striptease, par exemple. Hein. Mais dans l'œil, moi, je fais beaucoup confiance au fait que l'œil nous dit un truc que le cerveau n'analyse pas tout de suite. Si l'œil nous dit que c'est difficile de regarder Intouchable pendant 1h30, il faut l'écouter. Ou bien on se dit, bah alors j'en ai pas assez vu, j'ai pas fait ma cure suffisante, voilà, il faut peut-être que dans 10 ans je trouverais ça formidable. Ou bien on se dit, il y a quelque chose qui, dans ce film-là, indépendamment même de ce qu'il raconte de son histoire ou autre, en fait, fait hiatus, quoi. Et ce hiatus, me semble-t-il, c'est que ce sont pour la plupart des films qui ne dialoguent plus du tout avec l'histoire du cinéma, y compris avec l'histoire du cinéma comique, hein, même si certains tentent de retrouver un lien. Je pense dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu à l'une des sonneries de portable qui est la musique de Rabbi Jacob. C'est pas parce que le portable sonne comme Rabbi Jacob qu'il y a un lien quelconque entre les deux. Il y a même un monde. Hein, on terminera peut-être avec ça d'ailleurs, hein, parce que De Funès était génial évidemment. Et Rabbi Jacob est un film de ce point de vue-là hyper intéressant. Il n'y a aucun rapport entre Rabbi Jacob et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, même si les créateurs de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ont tenté de tisser hein, cette filiation-là, de s'inscrire dans cette espèce d'héritage-là. On est le Rabbi Jacob de 2015, non aucun rapport. Même de 13h30, ont autant de développement psychologique, formel, on pourrait dire, évolue autant politiquement qu'un personnage d'une pub pendant 40 secondes. Et ça, évidemment qu'on voit bien que lorsqu'on est devant, c'est ce qui rend évidemment ces films peut-être plaisants, je n'en sais rien, ou en tout cas, me semble-t-il aussi assez fatigants, c'est qu'on voit bien qu'on n'a pas affaire à des personnages de cinéma, on a des stéréotypes publicitaires gonflés aux hormones du grand écran, hein, qu'on va mettre pendant 1h30 devant un écran de cinéma, en pensant que parce qu'on mesure 12 mètres de haut sur un écran de cinéma, on devient un personnage de cinéma. Évidemment pas. Donc on n'a pas, là dans tous les films que je vais vous montrer, on n'a pas des personnages de cinéma, on a des stéréotypes qui viennent de la télévision et de la publicité comme sorte de greffe qui viendrait comme ça sur grand écran. Ce sont aussi, vous allez voir, des films qui la plupart du temps, comme ce sont des stéréotypes, comme ça fonctionne sur des stéréotypes, et d'ailleurs, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu étant un film absolument remarquable au sens strict du terme là-dessus. Le juif, le noir, l'arabe, le blanc, chacun est à sa place et n'en bougera pas, ou fera mine d'en bouger, mais on essaiera de voir combien finalement il n'en bouge pas, évidemment pas du tout. Tous ces personnages-là, comme ce sont des stéréotypes, ne peuvent pas, enfin, comme ces stéréotypes n'évoluent pas, ils ne peuvent pas être des personnages, ils ne peuvent pas évoluer. Il y a un stéréotype qui évolue, c'est plus un stéréotype. Donc comment faire pour que le personnage soit le même du début à la fin, tout en faisant croire au spectateur que ce personnage a changé.
Autrement dit, quand on fait un film sur la question de la différence, de la tolérance, de l'intolérance, du partage, etc., il y a une espèce d'incompatibilité de nature avec la publicité. La publicité, elle n'est pas là pour vous faire réfléchir. Elle est là pour vendre. Pas la même chose. Donc ce sont des films. Voilà. Mais c'est le contraire de la passion. C'est comme la différence entre la télé et le cinéma. Les feuilletons télé nourrissent les habitudes des gens. On a besoin de nourrir nos habitudes, on a besoin de manger tous les jours. Même des choses intellectuelles. Bon. Donc la télé, les feuilletons aussi, les feuilletons là, c'est parce qu'on nourrit les habitudes, alors que le cinéma, c'est les portes de l'aventure. Ça devrait être les portes de l'aventure, ça devrait être les portes du risque, parce que les gens qui font au cinéma, quand même, ils sortent de chez eux, ils prennent leur bagnole, ils payent le parking, ils payent la place, il fait chaud, il fait froid, ils font la queue. Il faut bien qu'en échange de cet effort, on leur offre un truc qu'ils ne voient pas gratuitement à la maison. Donc c'est ça le cinéma. Or, aujourd'hui, la plupart des films sont des films de télé déguisés en films de cinéma. On voit sur les grands écrans des films qu'on va voir chez soi. Donc il y a une tricherie. Moi je me rappelle d'une époque où il y avait énormément de navets, mais énormément de chefs-d'œuvre. Aujourd'hui il n'y a pratiquement plus de mauvais films, mais il y a moins de navets et il n'y a plus de chefs-d'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement parce qu'on a réduit la part de risque. Et c'est toujours la prise de risque qui fait qu'on arrive quelque part. Donc c'était la prise de risque dans Un homme et une femme, pour répondre à votre question, c'est la prise de risque qui a fait le succès de ce film. Donc vous allez voir la toute fin du film, pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la question de la télévision et de la publicité comme véritable fond, on pourrait dire esthétique, fond d'image, fond naturel, fond biologique de ce cinéma-là. Ce cinéma-là, son fond, c'est pas le cinéma. C'est pour ça que quand on l'aborde, il y a même une forme de, je dirais pas de malhonnêteté, mais c'est pas juste à l'égard de ce cinéma de l'aborder comme du cinéma. Alors en même temps, vous allez me dire, oui, mais alors qu'est-ce qu'il fait dans les salles? Ça, c'est un autre problème, effectivement. C'est un autre problème. C'est un autre problème de confusion. Qu'est-ce qui fait qu'on peut confondre ces films-là avec du cinéma? C'est un autre problème, c'est autre chose. Mais en même temps, il ne faut pas demander à ces films ce qui n'ont absolument pas vocation à être. Ça n'a rien à voir. Ils vont être des produits télévisés, publicitaires, voilà. Mais ils sont pas là pour être des films. Donc, quand on applique les outils de la critique du cinéma à ces films-là, on se sent très vite mal à l'aise, parce qu'on voit bien que ce ne sont pas les bons outils. Autrement dit, les bons outils qu'il faudrait, et d'ailleurs qui ne sont pas encore forgés, qu'il faudrait forger, ce sont des outils presque issus de la critique de la télévision. S'il y avait des outils critiques télévisés, là, il y aurait un intérêt à parler d'un point de vue, on pourrait dire critique, de l'histoire des formes télévisuelles de films comme Intouchable ou autre. Mais lorsqu'on vient de façon un peu empirique, un peu traditionnelle, avec les outils de la critique du cinéma, c'est pas qu'on est démuni, c'est qu'on sent bien que on met pas le thermomètre correspond pas au corps. Il y a quelque chose qui va pas, ça ne marche pas. Bah, évidemment, puisque ça ne converse pas, sinon de façon très superficielle, à savoir que ce sont des films qui sont projetés dans les mêmes salles que d'autres films qui, eux, pour le coup, sont plutôt du cinéma. Donc là, vous allez voir Astérix. Astérix, ça va me permettre de vous reparler un tout petit peu de cette espèce de cousinage, même pas de cousinage presque, de symbiose entre ces films et la télévision. Donc c'est un extrait